Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Notre point d'actu se fera avec Sébastien Malafosse, analyste biotech chez Odo BHF. Et l'interview sera consacrée à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et pour ce point d'actualité, je suis en compagnie de Sébastien Malafosse, analyste pharma biotech chez Odo BHF. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, Sébastien, Onxeo plus 130%, Selectis plus 106%, Sensorion plus 78%, Nanobiotics plus 60%, Transgène plus 53%, DBV plus 35%, le tout sur les 3 derniers mois. Vous voulez sans doute voir où je veux en venir. Incroyable quand même ce rebond, en tout cas cette accélération du secteur des biotech sur les 3 derniers mois écoulés, sur cette période un peu hors norme du Covid-19. Et on se dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce qu'on est content, on suit le secteur et on aime ça, et où est-ce qu'on s'inquiète parce qu'on se dit que finalement il y a quelque chose là peut-être d'un petit peu opportuniste de la part des investisseurs qui sont arrivés sur ces valeurs et que cette hausse pourrait n'être qu'une bulle qui pourrait se dégonfler à la faveur peut-être des désillusions de gens qui ne savent pas tout à fait dans quoi ils ont investi. Commence dans le dur. Alors, merci. Écoutez, non, il n'y a pas pour moi d'impact Covid-19 opportuniste. En tout cas, on n'est pas dans un soufflet qui risquerait de retomber. Nous, on analyse vraiment la très bonne performance du secteur sur notamment des très bonnes nouvelles cliniques en provenance des biotech. Donc, il y a un vrai fondamental qui fait le travail. On peut citer notamment Terranexus, qui a sorti des très bons résultats dans la somnolence dans Parkinson. On peut citer également Inventiva, qui nous a sorti des résultats canons dans la NASH. Dans la NASH, on a eu des très beaux accords avec des partenaires industriels, notamment Valneva avec Pfizer, ou encore Valbiotis avec la branche santé de Nestlé. Donc non, un très très beau fondamental. Le Covid ne gâche rien, mais il n'est pas la seule raison de la hausse du secteur. Bon, donc on est plutôt quand même rassuré. On voit aussi que finalement cette crise a été l'occasion peut-être pour les investisseurs institutionnels, pour les fonds, de s'intéresser de nouveau à ce secteur en France. Oui, bien sûr. Il y a évidemment des fonds institutionnels qui regardent à nouveau le secteur à la faveur des belles performances, effectivement. On a d'ailleurs de plus en plus de fonds qui sont assez actifs dans la gestion au quotidien des sociétés. On voit un très beau travail qui est effectué sur certaines d'entre elles. On peut citer notamment Sensorion là, qui se transforme énormément en ce moment, qui est une société qu'on regarde de près, qui avance beaucoup. Et donc des exemples comme ça, il y en a effectivement de plus en plus. Est-ce que au niveau des investisseurs, il y a des choses maintenant à prendre en compte pour ces nouveaux investisseurs qui arrivent sur le secteur ? Écoutez, les fondamentaux restent les mêmes. Ça reste un secteur qui est quand même assez technique et donc c'est là où aussi nous on intervient auprès de nos investisseurs parce qu'ils ont évidemment pas tous le background généraliste, enfin le background technique, pardon. Technique, oui. Ce sont très souvent des généralistes et donc c'est à nous aussi de faire le travail. Ces investisseurs généralistes sont parfois un peu suiveurs, ils viennent quand le momentum est là. Oui. Donc là aujourd'hui il est là. Donc à nous aussi d'attraper la balle au bon et de leur montrer qu'effectivement il y a des sociétés qui valent le détour. Et donc c'est notre travail au quotidien, nous analystes pharma biotech, d'expliciter ces histoires qui sont en train d'avancer. Et donc il y en a en ce moment d'ailleurs pas mal là, qui ont des belles échéances en termes de news flow et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant auprès de nos clients. Bon, on va peut-être en reparler, mais on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, là où le mouvement est encore plus fort, avec des performances qui sont là aussi impressionnantes non seulement sur les progressions des sociétés, notamment celles qui travaillent sur des traitements contre le Covid-19, et puis on constate aussi quand même sur le Nasdaq ce flot d'introduction qui ne se tarit pas, phénomène incroyable. Alors je vais reporter ma question aussi, est-ce que là, on n'est pas dans un phénomène de bulle, d'excès, ou est-ce que le marché américain, de toute façon, beaucoup plus important, beaucoup plus dynamique que le nôtre sur ce secteur particulier, ne fait que montrer sa très bonne santé ? Effectivement, quand on compare au marché européen, voire au marché français, on a tendance assez facilement de notre côté de l'Atlantique à voir ça donne le tournis, hein.
Exactement, ça Ouais. donne le tournis. Bon, la réalité, c'est qu'on est quand même en nombre d'introductions en bourse. Alors, tout secteur confondu, hein, un peu moins bien aux US que l'année d'avant. Hein. Le Covid a un peu quand même freiné les choses. Mhm. Le secteur de la santé, par contre, reste toujours un secteur très très fort. C'est la moitié des introductions en bourse en termes de volume de montant levé. Hein. C'est quasiment 9 milliards sur les 18 depuis le début de l'année 2020. Donc, c'est une dynamique qui reste effectivement très forte. Qui n'est pas, je dirais, de nature à se poser la question de est-ce que c'est une bulle, hein. Il y a eu effectivement de très belles levées, mais notamment une levée à plus d'un milliard de dollars sur Moderna, Mhm. qui est assez connu en France parce que son CEO Stéphane Bancel est français, ancien CEO de bioMérieux, et parce que c'est aussi la société qui est vraiment à la pointe sur le Sur le développement d'un vaccin dans Covid-19. le Covid. Donc Ouais. tout le monde commence à la connaître maintenant. Bon, ils ont fait une très très belle levée de fonds sur la base de résultats assez préliminaires, mais quand même très encourageants dans leur vaccin Covid. Donc il y a des choses très fortes, scientifiques, qui expliquent l'intérêt et donc ces très belles performances boursières et les montants levés que l'on voit sur le marché américain. Ouais, Moderna qui a progressé de plus de 140% sur les 3 derniers mois. Sébastien, si on revient chez nous, cette crise du Covid-19, elle a été l'occasion aussi de découvrir, peut-être redécouvrir des sociétés qui étaient un peu sorties, on peut le dire, du viseur. Les valeurs de diagnostic, les petites valeurs de diagnostic, les Teradiag, les Biocinex, les Eurobio, avec là aussi des progressions assez fulgurantes. Est-ce que finalement vous êtes aussi confiant sur ces sociétés, ou est-ce qu'elles sont un peu, là aussi en termes de business model, un petit peu différentes des biotech? Est-ce qu'on les aborde de la même façon, ou est-ce qu'il faut prendre des spécificités en compte? Ok, donc vous avez tout à fait raison. Effectivement, ce sont des sociétés qui sont un peu différentes des sociétés de biotech. Hein. Nous, on ne les qualifie pas comme biotech, mais plutôt comme sociétés de medtech, hein, toutes ces petites entreprises qui se développent dans le diagnostic. Et là, effectivement, on a le sentiment qu'il y a probablement plus une explication opportuniste à la hausse des cours de ces sociétés. Elles ont toutes sauté à pieds joints dans le développement de tests et le lancement sur le marché de tests contre le coronavirus. Alors effectivement, boursièrement, ça s'est traduit par des croissances des cours de bourse assez exceptionnelles, hein, x2, x3, peut-être même x4, hein, pour mémoire pour Biocinex à un moment. Bon, la réalité, c'est qu'il fallait être vraiment extrêmement visionnaire, hein, pour pouvoir saisir ces sociétés avant que le cours en explose. Ça s'est passé vraiment en quelques jours. Quand vous regardez de plus près, hein, depuis maintenant quelques semaines, on est plus sur une érosion. Hein, donc là, ça devient quand même compliqué, hein, de gagner de l'argent en bourse sur ces titres, je pense. On est effectivement, alors c'est Biocinex, Teradiag, Eurobio, Ouais, Novacite notamment, sur Novacite, des ouais. produits qui technologiquement sont pas forcément les plus différenciants et avancés. Ça reste des produits de diagnostic qui sont, on peut le dire, des commodités. Et maintenant que les gros acteurs comme bioMérieux, comme Roche vont vraiment arriver avec des tests en masse, commercialement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour tous ces petits acteurs de délivrer sur les belles promesses. Et donc nous, on est plutôt Un peu de prudent prudence, par hein. rapport aux performances futures de ces sociétés. Ouais, un peu de prudence que je sens dans votre voix, Sébastien. On va terminer peut-être par les dossiers que vous jugez particulièrement attrayants en ce moment. Je ne vais pas parler de vos coups de cœur, encore que peut-être que vous allez nous dire l'inverse. Forcément, on va parler d'Inventiva, non, quand même, avec ses résultats de phase 2 dans la NASH, avec une technologie, celle des PIPAR. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le dur, mais Pan PIPAR comparé à GenFit, qui était un dual PIPAR, et après, quand même, un beau retour de cette techno après l'échec en phase 3 de GenFit. Non, effectivement, l'idée, c'est pas de refaire le détail Ouais, technique. sinon ça Ça va être risque un peu d'être compliqué, hein. un petit peu compliqué, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une classe de médicaments, hein, dans la NASH, hein, cette maladie hyper prometteuse qui a eu des hauts et des bas. Hein. C'est un peu ce qu'on peut dire, notamment le gros coup de bambou qu'on a eu il y a quelques semaines. Hein. C'est quand même l'échec de GenFit, hein, dans cette même famille de molécules et dans la NASH. Donc, pas mal d'inquiétudes, hein, sur Inventiva, et qui finalement a surpris tout le monde. Hein, parce qu'on rappelle, Inventiva avait eu un premier échec Ouais. dans leur sclérodermie il y a un peu plus d'un an. Et là, ils sont un peu réapparus presque de nulle part, on dirait, mais avec des résultats qui sont vraiment canons et qui vraiment
ne souffrent d'aucune critique à ce stade, qui remettent vraiment la classe de molécules dans la NASH, vraiment dans la course en tout cas. Alors pour une Ventiva, ça a comme conséquence très court terme que la société va pouvoir tenter une IPO au Nasdaq. Ils se sont donc dévoilés sur ce projet, et donc évidemment attirer de nouveaux investisseurs et permettre une revalorisation encore du cours. Et puis on pourra aussi citer que par ricochet, ça va forcément redonner de l'intérêt sur cette classe de molécules qui souffrait un petit peu depuis Gen6 notamment. Et dans notre univers de suivi, nous on regarde aussi d'assez près une société qui s'appelle Poxel, qui a une spécialiste du diabète, mais qui a également 2 actifs dans la NASH, et donc un qui est un pépar, donc de cette même famille de molécules, qui pourrait être tout à fait intéressant à l'avenir. Donc Poxel. Vous me parliez aussi de Sensorion qui se réinvente, Sensorion spécialiste des pathologies de l'oreille, et notamment qui a un programme extrêmement prometteur dans la thérapie génique. Ça aussi, c'est un dossier que vous aimez bien? Également, effectivement, Sensorion, et ce nouveau développement dans la thérapie génique fait partie vraiment de la transformation de l'histoire de la société. Donc, ils ont signé il y a quelques mois un accord avec l'Institut Pasteur pour prendre sous licence des projets en thérapie génique dans les maladies de l'oreille, puisque Sensorion est un spécialiste de l'oreille interne. Donc, ça va vraiment permettre à la société de se reconstituer un nouveau pipeline assez technique, vraiment très osé, donc extrêmement intéressant. Et puis évidemment, on n'oublie pas quand même le principal composé de la société, le Sens 401 qui avance. On est à 1 an des résultats, donc ça c'est très intéressant dans la surdité qui survient à l'issue d'un choc auditif. Et puis donc la société qui se renforce. Il y a effectivement un gros travail qui est fait par les actionnaires de la société, Indus et Isosinova qui l'accompagnent. Et nous, on aime beaucoup la CEO, Nawal Ouzren. Donc, il y a vraiment un très beau travail qui est fait sur cette société et qui avance très bien. Et bien voilà, Inventiva, Poxel, Sensorion, les dossiers qu'apprécie Sébastien Malafosse, analyste pharma biotech chez Oddo BHF. Merci Sébastien. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir pour l'interview du journal des biotech Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, vous étiez venu fin février pour parler avec nous de l'actualité de Nanobiotics. C'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant ça semble une éternité quand on songe à tout ce qui s'est passé depuis. Je veux bien sûr parler de la crise sanitaire du Covid-19. Avant peut-être de rentrer dans l'actualité de Nanobiotics, quelques mots rapides sur la façon dont vous et votre société avez traversé cette période si particulière. Écoutez, on l'a très bien vécu. Je pense qu'on a fait assez rapidement tous les efforts qu'il fallait pour mettre un certain nombre de choses à l'abri, pour finir ce qui avait à être terminé avant de pouvoir mettre les gens en quarantaine. Et puis tout s'est bien passé. Et on a pu travailler, avancer, publier des résultats, continuer dans certaines conditions et avec certains ralentissements à recruter dans nos essais cliniques. Donc au final, on est passé à travers cette crise assez bien. Donc passé assez bien, et vous le disiez, ça ne vous a pas empêché de publier, de sortir des résultats. Alors le premier, on en avait parlé quand vous étiez venu, c'était les premiers résultats d'expansion de l'étude de phase 1 de NBTXR3. Vous l'avez présenté des données au congrès annuel de l'ASCO, c'est l'American Society of Clinical Oncology. Est-ce que ces résultats étaient à la hauteur de vos attentes? Je crois me souvenir que le marché, lui, avait plutôt bien réagi. Écoutez, quand on y pense, ça fait le 5e essai clinique que l'on a et le 5e essai clinique positif, donc on est plutôt content. Et ces résultats, ils sont non seulement à la hauteur de ce qu'on attendait, mais ils étaient meilleurs même que la première partie de ce qu'on avait observé. Et généralement, en oncologie, quand vous faites des essais cliniques sur un plus grand nombre de patients, en incluant un plus grand nombre de sites cliniques, vous avez une dégradation des résultats. Et nous, on a plutôt vu le contraire, puisqu'on a même augmenté le taux de réponse moyen chez l'ensemble des patients. Donc des résultats qui étaient pleinement en phase avec vos attentes. Alors on le sait, pour Nanobiotics, l'enjeu majeur, c'est le démarrage des essais de phase 3 aux États-Unis, en Europe pour NBTXR3, dans le cancer de la tête et du cou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors il y avait cette bonne nouvelle aussi qui est tombée en début d'année, puisqu'il y a eu la fast track délivrée par la FDA, mais on est aussi aux États-Unis en pleine pandémie actuellement, puisque le virus là-bas n'est pas vraiment sous contrôle. Comment ça va se dérouler en termes de calendrier, en termes de démarrage? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Oui, mais peut-être qu'on peut d'abord reprendre un peu toute l'histoire de Tête et Cou. Ouais. Là, ici, il s'agit d'une partie de la population des cancers tête et cou pour des patients qui sont âgés, fragiles, à qui on ne peut pas donner grand-chose et la seule option thérapeutique qu'ils ont, c'est la radiothérapie. Mhm. Et généralement, pour ces patients, le résultat n'est pas super. Là, on a plus une thérapie palliative que curative. Et ce que l'on a vu déjà dans nos premiers résultats de la phase 1, c'était un potentiel de ce produit avec un très bon profil de sécurité et un potentiel à impact sur la survie des patients et leur qualité de vie, ce qui nous a amené à développer cette phase d'expansion. Mhm. Entre-temps, la FDA, qui a reconnu le fast track, qui nous a donné le fast track, reconnaît bien que cette population a un besoin et Ouais. que si le produit marche comme il doit marcher, il doit répondre à ce besoin. Donc, tout ça cristallise dans le fast track que la FDA nous a donné. Mhm. Et ces résultats que l'on vient de montrer il y a quelques semaines à l'ASCO montrent bien la pertinence du produit et la reproductibilité des résultats qu'on obtient. Et d'ailleurs, la FDA nous a donné l'autorisation de démarrer la phase 3 très rapidement après, en tout cas sur le design du protocole. Mhm. Donc pour nous, ce qui compte maintenant, c'est d'avancer, de finaliser avec l'ensemble des sites avec lesquels on prépare cette phase 3, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, pour pouvoir démarrer le plus vite possible quand on aura obtenu un petit peu plus de fonds. Alors justement, démarrer le plus vite possible. Je sais que c'est compliqué de parler de calendrier en ce moment, hein, puisque la situation est un peu spéciale. Vous avez quand même peut-être une indication. C'est quoi? C'est deuxième partie de l'année? C'est plutôt troisième trimestre, quatrième trimestre, début 2021? Est-ce que là-dessus, on peut avoir quelques indications? Bon, pour nous, le principal aujourd'hui, c'est de continuer à travailler avec les sites cliniques pour préparer cet essai. Mhm. Et je pense que dès la rentrée, quand on aura une vision plus claire de ce que sera la suite du Covid, on pourra définir la date de démarrage de cet essai. D'accord. Mais au-delà de cet essai, on a énormément de choses en route, d'autres essais cliniques qui doivent délivrer d'autres résultats d'ici la fin de l'année que l'on attend avec impatience. Justement, peut-être un point rapide en termes de communication, en termes de résultats, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le courant de cette année? Écoutez, on attend déjà la suite des résultats de la phase d'expansion tête et cou. D'ici la fin de l'année, on aura un update avec l'ensemble des patients, avec un follow-up plus important sur ces patients et on verra quel potentiel impact on pourrait avoir aussi éventuellement sur la survie ou sur la PFS pour cela. Ouais. De l'autre côté, on a notre premier résultat d'immuno sur l'essai d'immuno-oncologie que l'on mène en combinaison avec des checkpoint inhibitors qui doivent donner des résultats dès cet automne et on va communiquer lors de conférences scientifiques. À la fin de l'année, on doit aussi avoir un update et les résultats finaux du cancer du foie. Donc, on va avoir une année en résultats cliniques assez chargée, je pense. Justement, vous parlez des checkpoint inhibiteurs. J'avais une question à vous poser. Vous surveillez, j'imagine, attentivement la façon dont se développent les thérapies, les traitements contre le cancer. On voit aujourd'hui que l'immunothérapie est devenue incontournable. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la stratégie de nanobiotics? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vu comme un allié potentiel de votre traitement? Est-ce que c'est une menace? C'est désormais un incontournable? Comment ça oriente la stratégie de développement de nanobiotics? Écoutez, nous, on compte plutôt jouer un rôle clé dans tout cet environnement, y compris, quand je dis l'environnement, c'est dans le traitement du cancer, que ce soit avec ou sans immunothérapie. Maintenant, l'immunothérapie, elle s'applique à une partie des patients. La plupart des patients que nous, on traite sont des patients qui viennent d'être diagnostiqués d'un cancer, dont le principal traitement sera la chirurgie et la radiothérapie, des fois de la chimio, donc ce sont des traitements de première ligne. Et c'est là que la majorité des patients reçoivent leur radiothérapie, et c'est là que NBTXR3, notre produit, va jouer un rôle important. La plupart des checkpoint inhibitors sont utilisés un peu plus tard dans les lignes de traitement, donc ne rentrent pas en compétition directe potentielle. Et même s'il devait à un moment donné arriver dans ces lignes de traitement où on est déjà, ce ne serait pas de la compétition, mais plutôt de la synergie. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous regardez les checkpoint inhibiteurs, on a un bénéfice évident pour les patients. On sauve des patients avec les checkpoint inhibitors, mais pour un petit nombre de patients. Le nombre de patients qui répondent en fonction des études se trouve autour de 15 à 30% en fonction de comment on regarde les choses et la sélection des patients de départ. Donc finalement, il y a plein de patients qui ne répondent pas. Une des grandes raisons à ça, c'est parce que les checkpoint inhibitors servent à stopper les résistances développées par la tumeur pour stopper la réponse du système immunitaire. Maintenant, pour qu'il y ait une réponse immunitaire, il faut qu'il y ait reconnaissance de la tumeur. Si votre système immunitaire ne reconnaît pas la tumeur comme un corps étranger, ne va pas se mobiliser contre.
Donc, il y a tout un tas de travaux qui sont faits en ce moment avec plusieurs sociétés, évidemment à travers le monde, qui cherchent à primer, à initier la réponse immunitaire. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec NBTXR3, parce qu'en détruisant toutes ces cellules, on met à nu une partie de la tumeur et le système immunitaire les reconnaît et peut commencer à s'équiper pour attaquer cette tumeur. Donc, dès l'automne, on va avoir les premiers résultats chez les patients que l'on a traités, après qu'ils aient reçu les checkpoint inhibitors, qu'ils n'aient pas répondu aux checkpoint inhibitors, et on va voir si l'ajout de notre produit donc, peut faire répondre tous ces patients qui sont aujourd'hui résistants, qui sont la majorité des patients à l'immunothérapie. Donc, non seulement on ne voit pas ça comme une concurrence, mais on voit plutôt nous comme étant comme ayant un rôle clé dans toute cette notion d'immunothérapie. Donc plutôt sur une complémentarité en fait de ces traitements. Il y a votre partenaire, MD Anderson, avec lequel vous conduisez beaucoup d'essais. Je crois que c'est 9, alors peut-être 10 maintenant, puisqu'il y en a eu un qui a été lancé récemment dans le traitement de cancer du pancréas. Comment ça se passe en ce moment, alors qu'on l'a évoqué, la situation aux États-Unis est pas simple. Et puis, est-ce que de ce côté-là aussi, vous l'avez dit, il y a un news flow soutenu pour Nanobiotics, mais est-ce que le MD Anderson est susceptible de communiquer des publications, enfin en tout cas des résultats sur certains essais en cours ? Alors, c'est clair, il ne faut pas se leurrer, le Covid a ralenti l'ensemble des essais cliniques et en Europe a quasiment stoppé certains essais cliniques pour tous les gens qui travaillent dans l'oncologie, ça c'est assez évident. Mais les choses vont quand même continuer, ce qui est une bonne chose et c'est pour ça qu'on va pouvoir continuer à montrer les résultats d'ici la fin de l'année. Maintenant, pour le travail avec le MD Anderson, cette crise a stoppé l'ensemble des activités de recrutement ou d'essais cliniques, mais on a pu avancer d'un point de vue réglementaire avec eux, ce qui fait que la FDA a donné l'autorisation de démarrer cet essai dans le cancer du pancréas, dont les premiers patients devaient être injectés dans les semaines qui viennent. Et on estime d'ici la fin de l'année avoir 3 ou 4 essais au MD Anderson qui recrutent dans différentes indications. Donc les choses avancent et les résultats, il faudra attendre un petit peu avant d'en avoir parce qu'il faut d'abord recruter les patients, les traiter et on verra un peu plus tard ce que ça donne. Un point peut-être sur la trésorerie aussi, vous avez utilisé récemment le mécanisme du prêt garanti par l'État pour regarnir votre trésorerie à hauteur de 10 millions d'euros. Vous avez de la visibilité jusqu'au 3e trimestre 2021, c'est ce que je lisais dans votre communiqué. Et vous le disiez en même temps, une étude de phase 3, c'est lourd à financer. Est-ce que ça va suffire pour finalement venir permettre tous les développements ambitieux que vous envisagez pour le développement de NBTXR3 ? Écoutez, pour nous, le prêt il était très important parce qu'il nous permettait d'augmenter la visibilité financière de l'entreprise et surtout de ne pas se fermer des portes de financement qui pourraient arriver derrière. Plus que d'avoir à faire des financements très rapides à des conditions pas forcément les meilleures, en ayant ce prêt, en augmentant la visibilité financière de Nanobiotics et en continuant le développement tel qu'on l'a imaginé, nous permet de regarder et d'avoir toutes les options ouvertes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et on verra dans les mois qui viennent comment est-ce que tout ça se concrétise. C'est compliqué quand on est une biotech, Laurent Lévy, de mener une biotech française, notamment de mener une étude de phase 3 tout seul, parce qu'on voit que certains d'autres sociétés françaises qui ont essayé, finalement, ont eu des résultats mitigés, compliqués. Est-ce que vous êtes confiant dans cette phase qui est cruciale et qui peut amener son lot de déception ? Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Si. Ouais, écoutez, c'est pas la première phase 3 qu'on mène. Ouais. On en a déjà fait une dans le sarcome et elle a été positive. Donc maintenant, il y a du boulot et c'est évident, mais on sait le faire, donc on va le faire et on va avancer. Justement, dans le sarcome du tissu mou, cette phase 3, elle a été validée. Là, vous étiez plutôt dans la phase de mise à disposition du produit. Comment ça se poursuit aujourd'hui ? Écoutez, on travaille dessus. On a un peu décalé les choses à cause de cette crise du Covid. Mais on considère qu'on va pouvoir amener ça dès l'année prochaine aux patients. Dès l'année prochaine, donc, aux patients pour sarcome des tissus mous. Vous l'avez vu comme moi, il y a eu, cette période, ça a été aussi l'occasion pour les investisseurs de redécouvrir le secteur des biotech et puis des sociétés comme la vôtre. C'était finalement un mal pour un bien, quelque part ? Alors bon, je pense qu'il ne faut pas souhaiter d'avoir une crise pour pouvoir bénéficier d'autre chose de l'autre côté, mais ce qui est clair, c'est que j'imagine que les gens s'aperçoivent aujourd'hui que la santé est quelque chose d'important et que ça a un coût, aussi bien dans le prix des médicaments que dans le développement des produits de santé. Ce qui est clair, c'est qu'en discutant avec beaucoup d'investisseurs, on a beaucoup de fonds et d'argent qui est versé dans les fonds spécialistes de la santé parce que les gens s'intéressent évidemment de plus en plus à ce que pourrait être leur futur.
Donc, je pense que la biotech a de belles années devant elle, si on regarde ça d'un point de vue pragmatique. Bon, ben voilà, ça c'était conclusion plutôt optimiste pour finir cet entretien. Merci Laurent Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.